et bienvenue dans cette vidéo organisée par le CNCH en partenariat avec le laboratoire Boehringer pour vous parler d'actualité aujourd'hui, de l'actualité du congrès de l'ESC qui est au format digital. Je suis Walid Amara, j'ai un énorme plaisir d'avoir avec moi Julien Adjège de Saint-Laurent-du-Var. Salut Julien, Bonjour à et tous. Natalia Richichine, pardon, qui est cardiologue et qui est à l'hôpital Bicêtre. Merci Bonjour Natalia. tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler des late-breaking trials d'aujourd'hui. Il y a eu quatre grosses études, deux qui concernent la cardiologie interventionnelle, et c'est pour ça que nous avons la chance d'avoir Julien avec nous. Popular TAVI qui parle de protocole de gestion de traitement antiagrégant dans le cadre des TAVI, et ATPCI qui est une étude qui s'intéresse à un rajout de traitement chez les patients coronariens. Il va nous en dire un mot. Et puis, l'insuffisance cardiaque, Nathalie Agrand, notre grande experte de l'insuffisance cardiaque, qui va nous parler de deux études importantes. Parallax, qui s'intéresse au sacubitril/valsartan dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. C'est vraiment un domaine où on cherche à avoir des molécules qui puissent améliorer le pronostic de nos patients. Et puis les inhibiteurs de la GLT2 avec un autre chapitre de la famille DAPA. Et là, c'est DAPA-CKD et qui s'intéresse particulièrement aux insuffisants rénaux chroniques. Mais même nous, cardiologues, il y a des critères cardiovasculaires. Ça va être assez intéressant. Et donc, sans plus tarder, Julien, tu as suivi ces présentations. Et donc, tu vas commencer donc à nous présenter ATPCI alors. Oui, merci beaucoup pour cette introduction. Merci pour l'invitation. Je vais passer en plein écran. J'espère que vous voyez les diapositives. Donc, dans cette session de la quotidienne du CNCH et de l'ESC, il y a une grande part d'essais sur la cardiologie interventionnelle. On va parler d'ATP PCI et de Popular TAVI en particulier. Je remercie Boehringer Ingelheim pour le soutien institutionnel et cette aide pour cette fabuleuse initiative de nous permettre de résumer l'ESC. L'ATP-PCI, c'est une étude sur la triméthazidine. C'est ce qu'on appelle le Vastarel. Communément, on a beaucoup de patients sous Vastarel, des ordonnances qui traînent comme ça chez les patients angineux, dont le but est de réduire l'angor, mais ça n'a jamais été évalué dans un essai randomisé, double aveugle, de large échelle. Et pour rappel, le triméthazidine a pour but d'inhiber l'oxydation des acides gras et de jouer sur le cycle de Krebs et d'augmenter l'ATP par ce biais-là, et donc de diminuer l'angor au niveau des cellules myocardiques. Donc, c'est une étude qui est impressionnante en termes de design, avec un design qui est très bien fait, avec des patients qui sont avec une angioplastie programmée pour un angor stable, et dans les 30 jours, une inclusion soit en double aveugle sur le bras triméthazidine 35 mg 2 fois par jour, soit le placebo, avec un suivi qui a été mené jusqu'à 5 ans. Alors, initialement, le suivi était proposé à 3 ans et demi, mais dans les analyses intérimaires, ils avaient retrouvé qu'il n'y avait pas assez d'événements, des patients qui étaient globalement stables, ce qui a poussé l'étude à être menée jusqu'à 5 ans de suivi. Et vous voyez, avec 5 ans de suivi, pas énormément de pertes de suivi durant cette prolongation de suivi, avec une étude bien menée avec près de 6000 patients inclus. Le résultat, il est neutre, c'est-à-dire que la triméthazidine ne fait pas mieux que le placebo sur le critère primaire qui comptait les événements cardiovasculaires majeurs, et sur l'angor non plus. Alors, je vais aller assez vite. Stéphane Windecker a parlé un petit peu des leçons de cette étude. Les leçons sont que la triméthazidine n'ajoute pas en plus sur les symptômes de l'angor ou l'hospitalisation ou les événements cardiaques ou la mortalité, sachant que les patients étaient dans une population assez bien traitée, avec plus de monotronculaires de ce qu'on voit dans la vie en général, avec des patients qui ont eu un très bon suivi, un très bon régime médical, et ce qui a fait que l'étude ne trouve pas un intérêt à ajouter la triméthazidine systématiquement chez les patients qui ont de l'angor après angioplastie. Je dirais pas plus de cette étude parce que je pense que
que l'étude a été assez bien faite et que les conclusions me paraissent tout à fait justifiées de Stéphane Lindbecker. Une autre étude qui est beaucoup plus importante, celle-ci, à mes yeux, c'est Popular TAVI. Alors, Popular TAVI s'est intéressé à la gestion des antiagrégants plaquettaires chez les patients qui vont avoir un TAVI. Et donc, il est recommandé dans les guidelines de 2012, comme le rappelle l'auteur, qu'il y a une indication avec une DAPT. Et donc, cette DAPT, c'est aspirine et Plavix. Et l'hypothèse de l'étude de Popular TAVI était de retirer le Plavix et de faire un TAVI chez les patients qui n'ont pas d'indication pour un traitement anticoagulant sous aspirine seule. Et donc, voici la randomisation. Il y a deux cohortes. Il y a la cohorte A, qui sont les patients qui n'ont pas besoin d'anticoagulants. C'est l'objet de l'étude. Et la cohorte B, c'est une étude qui a déjà été publiée et qui est des patients qui avaient besoin d'anticoagulation et donc qui avaient déjà des anticoagulants. Alors, reparlons de cette cohorte A, donc les patients qui n'ont pas besoin d'anticoagulants, une étude randomisée qui avait soit aspirine seule, soit aspirine et Plavix pendant 3 mois chez 300 patients, plus de 300 patients dans chaque bras avec un an de suivi. Et là, on a des résultats qui sont assez impressionnants sur le saignement toute cause, avec des critères qui sont très positifs, c'est très significatif, avec quasiment 10% de réduction de tous les saignements. Ces saignements ne sont pas liés à des saignements durant la procédure, c'est plutôt des saignements qui arrivent après la procédure et qui sont assez précoces quand on voit les courbes de Kaplan-Meier. Pareil, donc un effet significatif avec une validation de la supériorité d'utiliser l'aspirine seule, aspirine X. Ça a un impact sur la mortalité également et sur les AVC, l'infarctus du myocarde et les procédures qui ne sont pas liées au saignement. Donc, on a encore une fois un effet. Quand on retire le saignement et qu'on regarde juste la mortalité, les événements ischémiques et l'infarctus du myocarde, c'est une donnée importante parce qu'on a l'impression de diminuer les saignements avec le retrait du Plavix. Est-ce qu'on n'augmente pas le taux de thrombose de valve ou le taux d'infarctus du myocarde et par ce biais-là, un effet néfaste? Eh bien, ici, non. Il n'y a pas d'effet néfaste à retirer le Plavix en termes d'événements thrombotiques. Donc, une étude très positive et qui était très attendue. Les conclusions de la cohorte A, sans indication en anticoagulant, eh bien, effectivement, l'aspirine seule fait mieux que le clopidogrel. Et ça va faire une publication simultanée au New England. Et on a la cohorte B, où on a déjà les résultats, qui était aussi une publication dans le New England, où on montrait également que l'anticoagulation seule faisait mieux que l'anticoagulation plus le Plavix. Donc, on a l'impression que cette étude Popular TAVI va être populaire parce qu'elle va probablement changer les prochaines guidelines et c'est quelque chose d'extrêmement important. Surtout dans les cas de quand on fait un TAVI ou quand on implante un TAVI, on a parfois des situations complexes, c'est-à-dire qu'on met des patients sous double antiagrégation plaquettaire, ils ont cliniquement une thrombose de valve, et donc on rajoute une troisième anticoagulant en plus de cette double antiagrégation plaquettaire, et on arrive parfois avec des risques de saignement majeurs. Et ça pourrait être évité avec simplement mettre de l'aspirine et si thrombose de valve, mettre des anticoagulants par exemple. Donc, dans les conclusions, ATPCI, pas d'effet sur la triméthazine chez le coronarien en post-angioplastie avec un suivi à 5 ans. Ça va être une copublication avec le Lancet, une publication simultanée. New England x2 pour Popular TAVI, qui est effectivement une étude qui va être très populaire. Excusez-moi, j'ai noté 2 fois la même conclusion, c'est une erreur de ma part, mais il n'y a pas d'intérêt du Plavix qui augmente le risque de saignement chez les patients qui vont avoir un TAVI et qui ne sont pas stentés récemment ou qui n'ont pas d'indication pour une DAPT. Là, c'est le schéma qui rappelle un petit peu le design de Popular TAVI. J'insiste sur cette étude parce qu'elle est vraiment importante. Et ici, les deux groupes qui donnent plus d'événements cliniques. Donc, on laissera plutôt l'aspirine seule chez les patients qui n'ont pas besoin d'anticoagulants et les anticoagulants seuls pour ceux qui en ont besoin. Et marqué avec cette journée particulièrement importante pour la cardiologie interventionnelle, l'apparition des nouvelles guidelines 2020 sur le non-STEMI, qui a été dirigé par le docteur Collet, et qui nous apporte aussi plein d'autres événements, mais là, on va être un peu à court de temps pour aller dans le détail de ces guidelines. Mais comment dire, elles sont très enrichissantes. Merci beaucoup. Merci Julien. Dans Popular TAVI, pourquoi ils ont supprimé le clopidogrel et pas l'aspirine?
C'est une très bonne question. C'est vrai que dans toutes les études de stent, on a plutôt tendance à arrêter l'aspirine et garder le Plavix. C'est très à la mode et très populaire. Et de plus en plus, on a des évidences qu'il faudrait plutôt arrêter l'aspirine que le Plavix. Et cette question a été posée aux auteurs et ils ont justifié l'arrêt du Plavix plutôt que de l'aspirine parce que les patients âgés venaient souvent avec des prescriptions d'aspirine. Ils étaient souvent suivis avec de l'aspirine au long cours et pour arrêter, en fait, c'est pour des raisons purement pratiques. Le fait d'arrêter l'aspirine, de remettre sous Plavix et tout ça compliquait énormément leur étude. Et donc, ils ont préféré simplement arrêter le Plavix. Mais effectivement, ça aurait été intéressant d'avoir le résultat avec l'arrêt de l'aspirine et le Plavix seul. Alors, je ne peux pas m'empêcher, il y a des mises à jour des recommandations. Je sais bien que ce n'était pas prévu que je te pose la question, mais est-ce qu'on peut quand même dire quelques points clés? Par exemple, il me semble que maintenant, il y a quand même une certaine préférence dans le non-stémie à ne pas pré-traiter, c'est ça? Oui, ah oui, oui. Alors il y a pas mal de nouveautés dans ces recommandations. Il y a effectivement la notion de ne plus pré-traiter les patients, la notion aussi d'avoir un recours à la coronarographie précoce, beaucoup plus précoce que ça l'était auparavant. Il y a des nouvelles modifications aussi sur les biomarqueurs, avec normalement des algorithmes aussi à 1 heure de troponine qui vont nous aider pour la prise en charge des patients. Et il y a aussi un nouveau chapitre sur les MINOCA, donc les fameux syndromes coronariens aigus, sans coronaropathie authentifiée à la coronarographie. Donc, ce sont des guidelines qui sont très importantes et bien enrichies. Alors, moi, le côté rythmologue que je suis, j'ai vu qu'ils ont également traité des patients qui sont sous anticoagulants et qui ont une angioplastie. Qu'est-ce qui finalement, c'est quoi un message qu'on peut passer à l'audience? Alors là, le message principal des recommandations, il est assez clair. La triple thérapie, si un patient a un syndrome coronarien aigu sans élévation du segment ST, il est recommandé d'avoir une triple thérapie d'1 semaine et puis passer après en bithérapie anticoagulant et généralement Plavix, justement. Donc ça, c'est assez clair et c'est un tableau qui est mis en première ligne, triple thérapie de 1 à 7 jours, et puis après, on passe à la bithérapie. Ben, génial, merci beaucoup Julien. Je te Merci. laisse arrêter le partage et je vais Oui. inviter Natalia qui va nous parler des éléments marquants qui l'ont marqué aujourd'hui à l'occasion de cette deuxième journée de l'ESC. Et donc dans la science cardiaque, voilà, on va commencer par l'étude parallaxe dans la science cardiaque à fraction d'éjection préservée. Voilà, encore bonsoir tout le monde. Je veux commencer par l'étude Parallax, qui est l'étude très intéressante parce qu'elle continue un petit peu les sagas d'Arni qu'on vit depuis déjà 6 ans. Donc, on a eu un premier épisode très réussi, un grand succès en 2014 dans la prise en charge d'insuffisance cardiaque, fraction d'éjection réduite avec moins 20% de mortalité. Puis, bon, le deuxième épisode, pas très réussi avec Paragon dans l'insuffisance cardiaque, fraction d'éjection préservée, avec résultats non significatifs. Donc, on continue de chercher. Et l'étude Parallax, donc c'est l'étude qui inclut à peu près 2500 patients. C'est l'étude à durée de 24 semaines randomisée, à double aveugle, qui compare l'efficacité des sacubitril/valsartan par rapport à ce qu'on s'appelle thérapie individualisée IC-ARAD pour diminuer les NT-proBNP, améliorer la capacité d'exercice, qualité de vie et des symptômes chez les patients avec l'insuffisance cardiaque fraction d'éjection préservée. Donc les critères, pardon, j'ai perdu mon vidéo. Non, je t'ai désactivé la vidéo comme Valide, non, c'est toi qui m'as arrêté. Ouais, ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est pas grave, je vais continuer à parler. Donc, vous m'attendez bien? C'est parfait, le son est parfait. Ok, bah très bien. Donc, critères d'inclusion et d'exclusion, c'est les critères un petit peu classiques, c'est les critères des paragones. Voilà. Concernant la conception d'études, c'est très intéressant parce qu'au niveau par rapport avec quoi les patients étaient pré-traités, est-ce qu'il était déjà sous IIC, est-ce qu'il était sous ARAD ou est-ce qu'il n'avait pas de traitement du tout? Donc, il était randomisé dans 2 groupes. Groupe sacubitril/valsartan
versus enalapril, sacubitril valsartan versus valsartan et sacubitril valsartan versus placebo. Voilà, donc avec la titration des médicaments qui a duré entre 4 et 12 semaines, avec les différents objectifs. Donc, on a des objectifs primaires qui est diminution des NT-proBNP from baseline jusqu'à la semaine 12 de traitement. Deuxième critère primaire, c'est amélioration de capacité d'exercice. Et puis, il y avait les critères secondaires, qualité de vie, NYHA, etc. Et également, les critères un petit peu en cours d'exploration, c'est la préservation de la fonction rénale. Voilà, désolé, les diapos, ils sont un petit peu patos parce que j'ai pris la capture d'écran pendant la présentation. Donc, on voit que les groupes étaient assez homogènes avec beaucoup d'hypertendus dans deux groupes. 40% des diabétiques, 40% des patients avec fibrillation auriculaire qui étaient tous à peu près pas mal pré-traités, 40% sous IC, soit RAD, bien équilibré, 100% sous diurétique, 30% sous bêta-bloquant. C'est surtout l'étude chez les patients qui sont plus âgés par rapport à l'insuffisance cardiaque fraction d'éjection réduite. On a toujours les moyens autour de 64%, 64 ans. Là, on est plutôt à 73 ans. Et il y a beaucoup de femmes. Il y a 50% des femmes dans cette étude qui sont quand même déjà à la capacité de vie assez limitée. On peut dire parce qu'un périmètre des marches, il est à 300 mètres, qui est relativement bas dans l'insuffisance cardiaque, on peut dire classique. Donc, ce qui concerne nos critères, les résultats, donc étaient présentés aujourd'hui, les critères principaux, l'étude est jugée positive parce qu'on a des diminutions d'NT-proBNP à 16% par rapport aux thérapies, on peut dire, individualisées. Dans un groupe sacubitril valsartan avec un petit p qui est inférieur à 0,01, donc à semaine 12, on a franche diminution d'NT-proBNP. Par contre, ce qui concerne à la semaine 24, la diminution, l'amélioration des périmètres des marches, c'était non significative, la différence à 2,5 mètres par rapport avec les contrôles. Ce qui concerne les critères secondaires, il n'y avait pas de différence significative en termes de questionnaire de qualité de vie, ni amélioration des classes NYHA. Par contre, il y avait une diminution de l'hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque et même les délais pour cette hospitalisation. Il avait effet bénéfique sur la fonction rénale dans ce groupe sacubitril valsartan. Donc, globalement, l'étude était positive sur son critère, on peut dire, principal. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme intérêt dans la prise en charge d'insuffisance cardiaque, fraction d'éjection préservée, à discuter. Donc, les deuxièmes études, c'est DAPA-SKD, donc c'est dapagliflozin, donc maladie rénale. Une large étude, 4000 patients, qui s'est mis comme l'objectif, c'est étudier l'amélioration de la fonction rénale ou le maintien à la fonction rénale et les événements indésirables cardiovasculaires rénales et mortalité rénale vasculaire et toute cause chez un patient qui était traité par dapagliflozin par rapport aux thérapies classiques. Donc, cette étude était bien évidemment randomisée. Donc, on avait dapagliflozin des milligrammes ou placebo par rapport à rajout d'un thérapie standard, donc inhibiteur IC ou ARAD, avec l'âge moyen 66 ans, 66% c'est des hommes, 67% patients diabétiques. Cette étude est revenue donc vraiment positive avec franche, on peut dire, amélioration des paramètres par rapport aux critères composites primaires. Donc, c'est amélioration, maintient la fonction rénale à 50% par rapport aux valeurs des bases, diminution des fonction rénale, dégradation de la fonction rénale terminale, mort rénale ou mort cardiovasculaire. Donc, sur ce critère large composite, on a moins 39% des mortalités d'amélioration dans un groupe dapagliflozin par rapport au placebo.
OK. Donc, les critères secondaires, c'est… Pardon, je suis allée trop vite, mais je ne vois pas mon écran. Également, hop, désolé. Donc, critères secondaires, c'est critères, on peut dire, purement rénal. On a 44% des diminutions des effets, on peut dire, rénaux, aggravation de la fonction rénale, mort rénale, dialyse chez un patient dans le groupe d'apagliflozin. Donc, critères secondaires cardiovasculaires et la moins de mortalité, moins d'hospitalisation pour l'insuffisance rénale, pour l'insuffisance cardiaque et mortalité cardiovasculaire, donc moins 30%. Donc, globalement, DAPA-CKD, c'est une première étude qui était destinée à évaluer des impacts rénals chez un patient diabétique et non diabétique qui était traité par dapagliflozin. Et donc, l'étude est revenue franchement positive sur tous les critères primaires ou secondaires, ce qui nous dit qu'on va forcément chercher la place de cette molécule dans la prise en charge large des patients, on peut dire cardiovasculaires, patients diabétiques, patients insuffisants rénal. Et tout ça, c'est dans un contexte de l'étude d'APA-HF de l'année dernière et l'étude IMPEROR-HF avec empagliflozin qui était présentée hier, qui était très positive pour les patients d'insuffisance cardiaque assez avancée avec l'insuffisance cardiaque considérée comme grave. Voilà, donc j'ai fini. Nathalia, je te laisse réactiver ta vidéo. Je te l'avais désactivée pendant la présentation. Donc, tu peux la réactiver normalement maintenant. Voilà. Super. Merci, c'était super clair. J'ai quelques questions pour toi. D'abord, pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Moi, je retiens que Parallax est une étude positive, mais que c'est une étude exploratoire, puisqu'on prend un critère qui est le BNP. D'ailleurs, on voit que finalement la différence est significative au moment où ils l'ont prévu. On voit que ce bénéfice se réduit. On voit qu'il n'y a pas d'effet sur la qualité de vie. Qu'est-ce qu'on pense finalement? Qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, d'abord, c'est exploratoire. Il faudrait faire plus larges études. Qu'est-ce que tu penses du traitement finalement de l'insuffisance cardiaque fraction d'éjection préservée? Moi, je pense que ce qu'il a dit aujourd'hui en discussion après la présentation d'études, Franck Rougiscas, ce qu'il a dit, ce qu'on n'a pas encore compris tout à fait dans l'insuffisance cardiaque fraction d'éjection préservée, et on essaie de la traiter comme l'insuffisance cardiaque fraction d'éjection réduite. Et souvent, quand on a des effets bénéfiques, on regarde aussi les groupes Paragon, même dans les groupes Parallax. L'effet plus bénéfique, c'est dans un groupe des patients, ce qu'on s'appelle middle range ejection fraction. Donc, est-ce que ce groupe des patients, c'est juste les patients qui ont une forme, on peut dire, plus légère, plus soft, d'insuffisance cardiaque, fraction d'éjection réduite. C'est voilà pourquoi notre traitement marche, notre traitement d'insuffisance cardiaque. Si on prend les patients avec l'insuffisance cardiaque, fraction d'éjection préservée, vraiment avec fraction d'éjection supérieure à 60%, on n'a pas tout compris. On a différents phénotypes des patients. On a des patients obèses, qui c'est vraiment un problème pour moi métabolique. On a des patients âgés, donc est-ce que chaque fois elles ont éliminé amylose? Donc on n'a pas trop compris, on essaie de calquer des pathologies complètement différentes. C'est là pourquoi les études, les résultats, même s'ils sont positifs, là les résultats sont positifs, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas assez positif pour inclure sacubitril/valsartan dans la thérapie de nos patients. Après, si par exemple on a une femme avec fraction d'injection 48%, hypertendue, l'insuffisance rénale mais pas très sévère, oui, probablement, je vais la mettre sous sacubitril/valsartan. C'est clair. Voilà. DAPA-CKD, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais. Je te remercie pour ta présentation qui était très très claire. Je note déjà que, comme cardiologue, dans le critère secondaire de jugement d'évaluation des événements cardiovasculaires, ça sort significatif. C'est-à-dire que ça vient renforcer le message de DAPA-HF et également dans POROR qui a été présenté hier. C'est-à-dire on a vraiment l'impression que la classe est efficace avec des résultats durs sur des critères de mortalité notamment. Non, mais ce qui est intéressant dans tout ce groupe de traitements, parce que tout notre traitement, on peut dire d'insuffisance cardiaque jusqu'à présent, c'est tout ce qui concerne système de rénine, angiotensine et activation neurohormonale. Donc, tout est dans ces, on peut dire, paniers-là. Là, pour la première fois, bon, si on ne prend pas la thérapie non médicamenteuse comme défibrillateur, synchronisation, réadaptation, etc. Donc, pour la première fois, on a une molécule qui agit en façon complètement différente, qui agit en fonction, on peut dire, qui
qui agit sur le métabolisme des liens entre l'insuffisance cardiaque, insuffisance rénale et diabète. Peu importe si les patients diabétiques ou pas, insuffisant cardiaque ou pas, insuffisant rénal ou pas. Donc, ça marche dans tout cas parce que c'est vraiment agi à travers des métabolismes. Et ça nous permet aussi peut-être élargir notre vision des prises en charge de cette pathologie parce qu'on avait l'impression qu'on était un petit peu dans les chevaux, limité par vraiment un rénine-angiotensine, un système neuro-hormonal depuis des décennies. On a eu un petit changement de paradigme avec paradigme, mais maintenant, il faut vraiment réfléchir un petit peu autrement. Et c'est, à mon avis, c'est vraiment un nouveau volet qui s'ouvre, la porte qui s'ouvre large. Donc, j'espère que bientôt, on va avoir des recommandations qui seront adaptées et on pourra améliorer la prise de charge de notre patient et pour la prévention et pour le traitement. Comment est la tolérance? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qu'on doit dire aux cardiologues quant à cette classe-là? Parce que ce que je veux dire, ce qu'ils jouent déjà dans l'étude d'APA-HF et CKD, c'était très très bien toléré. Donc, il avait très peu des effets indésirables par rapport au placebo, par rapport au groupe de contrôle. Notamment, ce qu'ils ont décrit, les plus fréquentes qui sortent, c'est l'insuffisance rénale, les infections rénales, mais qui sont considérées comme non sévères et non graves. Après, peut-être par contre, il faut voir si c'est des femmes qui ont déjà eu tendance pour faire les insuffisances. Donc, il faut quand même aussi déterminer les groupes des patients qui peuvent présenter les effets indésirables. Il avait moins on peut dire pas plus d'amputations parce qu'à l'époque, c'était décrit que ça peut donner des emboles et des ischémies distales. Donc, il n'y avait pas plus des amputations dans le groupe d'APA que dans le groupe de contrôle. Globalement, les deux groupes par rapport aux tolérances étaient assez équilibrés, en sachant que d'APA aussi elle a ses limites parce que pour le moment, on a déjà des AMM pour les diabètes, on ne peut pas la donner aux patients l'insuffisance rénale grave. Donc, de toute façon, on est limité toujours par cette insuffisance rénale. Déjà, d'APH, CKD, ça nous rassure qu'il n'y a pas d'aggravation, la même amélioration. Mais à partir de quel chiffre on va s'arrêter? Ils vont s'arrêter à 25 millilitres par minute. Donc, on verra. C'est déjà rassurant et c'est bien d'avoir un traitement de plus dans l'arsenal de traitements d'insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il y a plus d'hypoglycémie avec Non, pas du tout. Il n'avait pas plus, même les patients non diabétiques, ce qui est intéressant parce que ces traitements, on ne peut pas l'utiliser. Ce n'est pas les traitements, pour moi, ce n'est pas les traitements de première ligne des diabètes. Ce n'est pas les traitements qui vont un jour nous remplacer metformine, insuline, tout ce qu'on a comme de nouveaux molécules dans la prise en charge des diabètes. C'est les traitements qui peuvent renforcer les traitements de fond des diabètes ou les traitements qui chez les patients diabétiques ou insuffisance rénale ou insuffisance cardiaque avec risque de diabète, par exemple les patients qui ont un syndrome métabolique obèse, qui peut traiter vraiment, c'est un rajout qu'on peut donner si les patients sont diabétiques, donc ça va améliorer la prise en charge des diabètes et agir sur les autres pathologies, mais même sans diabète, on a des impacts sur l'insuffisance rénale et sur l'insuffisance cardiaque. Donc, forcément, il faut juste bien stratifier à quel moment, à quel patient et comment on va donner ce traitement. Mais il va vite trouver sa place parce que les 2 dernières années, on n'a que des études positives et ce n'est pas des petites études, c'est vraiment les études franchement positives. Donc, on n'a pas de choix, il faut faire avec, mais c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Natalia. J'ai une question de l'audience pour Julien, qui est la question dit, là tu nous as parlé des recommandations des non-stémies avec la trithérapie en cas d'anticoagulation, et là on pose la question pour les stémies. Est-ce que tu penses où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que ce serait se mouiller de dire c'est la même chose ou pas? Aujourd'hui, déjà, c'était la grosse surprise d'avoir une réduction à 1 semaine. Dans les recommandations avant, ils disaient en cas de haut risque hémorragique pour le STEMI, on peut arrêter la DAPT à 6 mois ou 3 mois en cas d'anticoagulation. Je crois que c'est sur les recommandations de l'AFA aussi. Ils recommandaient c'est des très hauts risques hémorragiques avec un syndrome coronarien aigu 1 mois. Mais là, d'un coup, on passe à 1 semaine pour le non-STEMI. Donc, est-ce qu'on n'a pas passé la barre un peu haute? Alors, les STEMI sont beaucoup plus prothrombotiques. Est-ce que je le ferai en pratique clinique courante chez les STEMI? Non, je crois que j'attends encore la prochaine guidelines pour arrêter au bout d'1 semaine un des 2 antiagrégateurs plaquettaires après un infarctus. Et pour l'instant, il n'y a pas de claire recommandation là-dessus sur le STEMI en tout cas.
Et une dernière question pour Natalia, c'est une question aussi de l'audience. Dans DEPAS CKD, je ne sais pas si tu as les données, est-ce que ces patients recevaient déjà le sacubitril valsartan, par exemple, ou Ouais, c'est ça ce que j'essaie à retrouver. Et malheureusement, donc, j'ai pas de notion de sacubitril valsartan. Je sais que c'était des patients qui étaient pré-traités par IC ou RAD. Environ 97% étaient pré-traités par IC ou RAD dans le groupe d'apagliflozine ou placebo. Mais j'ai pas de notion sur sacubitril valsartan. Mais on sait qu'hier, dans l'étude Imperor, ils ont montré qu'il a plus d'efficacité avec association à pagliflozine et à sacubitril valsartan. Mais dès que la publication à sortir, donc je vais la éplucher avec tous les détails. Donc peut-être je vais trouver quelque chose de plus et je vous tiens au courant. exactement. Merci en tout cas, Natalia, merci Julien, merci à l'audience, merci au soutien institutionnel de Boehringer pour ces webinars. Je vous invite déjà à noter sur vos agendas demain 19h, j'espère que vous avez peut-être fini votre journée, mais ce sera également replay sur YouTube, sur Facebook et sur la page du CNCH. Et mardi également à 19h, la quotidienne du CNCH sur l'actualité du congrès. Merci à tous, merci à tous les participants et à très très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Merci Valide, merci à tout le monde. Bon congrès à vous. Au revoir.